être dans une manifestation non déclarée est un délit. Pour nous aujourd'hui, la justice est du côté des voyous. Il y a aussi la colère des magistrats. Vous avez peut-être entendu l'un des représentants qui était avec nous tout à l'heure à 8h moins le quart. Ils sont désabusés, épuisés, etc. à tel point qu'ils n'ont plus d'énergie pour pouvoir travailler. Des fois jugées trop lentes, des fois jugées trop rapides, des fois trop sévères, des fois trop laxistes, des fois trop compliquées. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la confiance qui règne majoritairement quand on parle de justice dans notre pays. Nelly Bertrand, je suis ravi de vous accueillir à Blast. Je m'attendais à un magistrat âgé, et là je tombe sur... vous êtes très très jeune, vous avez 30 ans. Oui. Et vous êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. Il y a 8600 magistrats en France, dont 4 000 qui sont syndiqués, et vous représentez 35% de l'ensemble des magistrats syndiqués. Le premier syndicat étant l'USM, qui fait 65%, puis il y a FO et un petit peu la CFDT. Donc vous avez été juge d'application des peines, ici à Paris, non ? En région parisienne, à Pontoise, pendant 3 ans, oui. D'accord. Et c'est intéressant de voir une jeune magistrate qui décide d'arrêter finalement de pratiquer la justice pour devenir syndicaliste. C'est quoi votre moteur ? Au départ, quand on veut être juge, c'est une sorte de vocation, et puis là, non ? Il y a peut-être 2 choses. D'abord, une désillusion dont on avait parlé dans la tribune qui a été parue dans Le Monde, oui, en novembre 2021. Les 3000 magistrats qui s'insurgeaient contre la situation de la justice aujourd'hui. Voilà, donc ce décalage entre l'image qu'on se fait de la justice et l'idéal de justice qu'on peut avoir quand on rentre à l'école de la magistrature et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a ça qui a créé une certaine indignation chez moi. Et ensuite, quand on est juge de l'application des peines, donc le juge de l'application des peines, c'est celui qui intervient une fois que la peine a été prononcée pour assurer le suivi de la personne qui a été condamnée dans l'exécution de sa peine et faire en sorte qu'elle ait le plus de sens possible, qu'elle soit le plus adaptée possible à sa situation. Et donc, quand on est juge d'application des peines, on arrive tout en bout de chaîne et j'ai ressenti une certaine impuissance dans la mesure où on se retrouve souvent face à des populations qui sont très très précaires, qui sont dans des situations parfois très inextricables. Je me suis sentie assez impuissante pour essayer de modifier ces trajectoires-là avec les moyens qu'on avait, dont on disposait, qui étaient clairement pas suffisants pour faire en sorte que ça se passe bien. La justice, mais pas que la justice, aussi le monde associatif avec lequel on travaille beaucoup, et notamment les centres médico-psychologiques, ou alors les centres d'addictologie, ou alors les chantiers d'insertion. Voilà. Donc c'est ces 2 raisons-là qui m'ont donné envie de vraiment aller dans le syndicat pour agir directement sur le système et essayer de modifier le système lui-même plutôt que d'arriver en bout de chaîne. Quand vous avez choisi la magistrature, j'ai parlé de vocation, c'était un peu ça, c'est-à-dire quand vous étiez étudiante, quand vous entrez à l'école de la magistrature, vous avez des rêves de justice, vous êtes pleine, c'est peut-être un cliché, mais vous êtes pleine d'illusions, puis dès que vous êtes confronté à la réalité, vous tombez de haut. Non, c'est un peu ça l'idée ? Oui, c'est ça. On rentre avec l'envie de changer le monde, si je puis dire. Enfin, c'est quelque chose de très idéaliste. L'état de droit, la protection. Enfin, on est les garants des libertés individuelles. On est pas mal baigné de ça quand on rentre à l'école de la magistrature. Et l'école de la magistrature, c'est une plutôt très bonne formation qui nous permet de nous épanouir intellectuellement là-dedans et d'avoir des envies de justice qui s'expriment. Et quand on arrive en juridiction et qu'on se retrouve face à la masse d'affaires à traiter, à des procédures qui sont très standardisées, à des modes de management assez gestionnaires, on a une énorme désillusion, et c'est ce qu'on exprimait dans la tribune. Soit c'est jugé vite et mal, soit c'est jugé bien et dans des délais inacceptables. C'est exactement cette... J'allais vous interroger là-dessus, sur cette phrase que j'avais relevée, et vous parlez de justice maltraitante. J'ai vraiment l'impression, en tant qu'observateur, que lecteur de journaux, qu'il y a une sorte actuellement d'accélération à la fois du désespoir,
malgré les déclarations publiques du garde des Sceaux qui dit que de l'argent est investi, il y a une sorte de grande désespérance, mais au niveau judiciaire plus qu'ailleurs. C'est comme si ce désespoir s'accélérait beaucoup plus que c'est-à-dire, on a tendance à râler, à se dire oui, la justice, etc. Mais là, ça prend des proportions qui sont hallucinantes. Alors, les premiers symptômes, c'est malheureusement les suicides ou les burn-out chez les magistrats, etc. Mais il y a quelque chose on a l'impression que le corps judiciaire est attaqué à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, dans ses rapports avec le parquet, avec le ministère de l'Intérieur. C'est comme si un peu de l'état de droit disparaissait de jour en jour. Oui, non, absolument, c'est très large comme question, mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai changement de paradigme dans la manière dont est traitée la justice, et c'était censé être l'objet des États généraux de la justice qui ont eu lieu l'année dernière, de faire une espèce d'état des lieux sur la justice, de pointer les dysfonctionnements et d'essayer de faire des propositions pour la suite. Et ça faisait partie des propositions, le fait de changer de prisme et de ne pas voir tout par le droit pénal, de ralentir la cadence législative et à côté de ça la cadence répressive pour redonner des équilibres dans la justice et notamment au profit de la justice civile qui est complètement mise de côté alors même qu'elle concerne une grande part des procédures et c'est vraiment c'est les divorces, c'est le contentieux avec son voisin et ça c'est complètement oublié et donc nous on demande à ce que il y a un vrai rééquilibrage parce que sinon, on aura beau donner des effectifs supplémentaires et donner des moyens supplémentaires à la justice, si on continue d'utiliser les nouveaux effectifs pour multiplier par 2 le nombre de comparutions immédiates, par exemple, multiplier par 2 la répression, on ne changera jamais ni la manière de traiter les justiciables qui est très mauvaise, ni la perte de sens des magistrats qui se retrouvent dans une machine infernale où on juge le plus vite possible tout et très mal. Quand je parlais de la fin d'état de droit, je pense que là, il y a eu les manifestations, il y a eu Emmanuel Macron s'est exprimé. Est-ce que vous, en tant que syndiqué et en tant que syndicat, vous avez pris position sur ce débat sur la retraite ? Oui, on avait depuis le début soutenu le mouvement social et ce qui a mis le feu aux poudres pour nous particulièrement, c'est le passage en force du gouvernement, l'utilisation de ce 49.3 et par la suite, la manière dont est traitée la colère qui s'exprime dans les rues par un maintien de l'ordre complètement dévoyé et qui instrumentalise l'appareil judiciaire. Au niveau de justice, il y a eu des grèves aussi dans des juridictions. Oui, alors notre syndicat a déposé des préavis de grève lors de toutes les manifestations qui ont été appelées par les différents syndicats. Là, on a déposé un préavis de grève du 14 mars au 31 mars. On est le seul syndicat à avoir appelé à la grève. Elle a été suivie par certains magistrats, effectivement. Et on était présents en manifestation aussi. Avant de vous parler de Darmanin, j'ai une question à vous poser sur justement la couleur politique ou la manière dont vous êtes présenté. Vous et votre concurrent, votre partenaire, l'USM, c'est-à-dire qu'on a l'image d'un syndicat qui se dit apolitique, mais qu'on entend très peu en ce moment. Et puis vous, le syndicat de la magistrature, vous êtes catégorisé par les gens qui vous critiquent ou qui vous aiment pas, comme des radicaux, comme des gens, des juges rouges, enfin, et des magistrats politisés. Vous, par rapport à ce constat, vous dites quoi ? Nous, on assume totalement le fait que le juge, il est dans la cité, que juger, c'est un acte politique, et qu'il vaut mieux assumer ça pour pouvoir juger en connaissance de cause et sans se mettre des œillères sur le contexte extérieur et sur les lois qui sont votées, qui sont nécessairement des lois qui sont politiques. Et donc, on essaye de prendre du recul sur tout ça, d'avoir une vraie analyse sur tout ça pour pouvoir juger en connaissance de cause. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas impartiaux quand on aura des cas individuels face à nous, mais pour nous, c'est plus sain d'assumer cette politisation et le fait qu'on est on est des véritables acteurs politiques, nous aussi, puisque juger, c'est politique. Et alors, l'USM, je sais que vous n'êtes pas de l'USM, mais
je rêve ou on les entend pas du tout sur les propos de Darmanin, sur le statut en ce moment de Dupond-Moretti qui est quand même mis en examen. On a l'impression que dans la mesure où c'est politique, ils s'aventurent pas sur ce terrain, alors que il y a un vrai problème de justice aussi, et c'est le rôle d'un syndicat, même de prendre position par rapport à ce genre de situation quand l'état de droit est attaqué, non ? Je vais pas parler pour eux, mais l'USM revendique en opposition avec nous son côté apolitique et plus sur le terrain de l'organisation syndicale de défense de l'indépendance de la justice et des magistrats. Moi, je les aurais volontiers invités, je les inviterai peut-être un jour, mais j'ai pensé à vous parce que vous vous exprimez, vous avez des positions par rapport à ça, donc c'est plus facile de dialoguer, quoi. À Blast, on suit assez bien ce qui se passe en manif, on voit bien les arrestations, les interpellations en nombre, etc. On a nous-mêmes reçu à Blast Xavier Mathieu, qui s'est fait placer en garde à vue pendant 24 heures pour une paire de lunettes, enfin, ce qui est assez lunaire, quoi. Donc oui, en ce moment, ça fait feu de tout bois du côté du gouvernement. Et j'en veux pour preuve la dernière déclaration de Gérald Darmanin. J'ai eu l'occasion de dire qu'il y a eu 1200 opérations, 1200 manifestations non déclarées. Il faut savoir que être dans une manifestation non déclarée est un délit, mérite une interpellation. Vous pensez quoi d'une déclaration il est ministre de l'Intérieur, c'est normalement un être censé, doté d'un minimum d'intelligence, qui connaît le droit. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est vrai d'abord ? Et puis, si c'est pas vrai, pourquoi il dit un truc pareil ? Alors non, c'est absolument pas vrai. Manifester même dans une manifestation qui n'a pas été déclarée, ça n'est pas un délit. Et pour nous, ça participe d'une politique d'étouffement par la peur du mouvement social qui est menée depuis l'utilisation du 49.3. C'est entretenir une confusion entre manifestants et délinquants. En tout cas, c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable, et surtout dans ce contexte-là de colère sociale qui est légitime et dans un état de droit qui est le nôtre, où il y a des libertés fondamentales qui existent, et notamment la liberté de se réunir, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. Et nous, on est assez inquiets au syndicat de la magistrature depuis la semaine dernière, parce que ce qui se passe là, c'est des ingérences dans ces libertés fondamentales-là qui sont proprement inacceptables et qui avaient déjà été pointées du doigt à plusieurs reprises par plusieurs acteurs en 2019. Et ce qu'on voit poindre aujourd'hui, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire encore cette politique d'étouffement du mouvement par la peur, en portant atteinte à ces libertés-là. Et donc, je le répète, manifester n'est pas une infraction, même dans une manifestation qui n'a pas été déclarée. C'est seulement les organisateurs de la manifestation qui sont tenus de déclarer la manifestation, et pour le coup, le fait d'organiser une manifestation sans l'avoir déclarée, ça, c'est un délit. Et même le fait de participer à une manifestation qui a été interdite, ça n'est pas un délit, c'est une contravention, punie de seulement une amende, et on ne peut pas être mis en garde à vue par rapport à ça. Et ensuite, il existe des infractions qui sont liées au fait de se maintenir dans un attroupement après des sommations, et de se maintenir volontairement dans un attroupement après des sommations. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas le fait de manifester en lui-même. Mais là, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on a vu, avec l'histoire de Xavier Mathieu, par exemple, que quelqu'un se fait fouiller avant une manif, même pas à l'endroit de la manifestation, et on lui trouve dans son sac un masque et une paire de lunettes. C'est arrivé à lui, mais c'est arrivé à d'autres. Est-ce qu'il est normal, enfin, est-ce que c'est possible de se faire arrêter uniquement parce qu'on a ça dans son sac ? Il existe des infractions qui sont un peu fourre-tout et qui permettent assez largement de trouver des motifs de placement en garde à vue, et c'est le cas notamment de l'infraction de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, qui est une infraction qui est extrêmement floue, extrêmement large, et qui participe de cette possibilité de placer massivement des gens en garde à vue dans un but plutôt préventif que dans le but qui est réellement celui de la garde à vue, c'est-à-dire de garder à disposition des personnes qu'on soupçonne d'avoir commis un délit ou un crime. Non seulement il y a ces placements en garde à vue, mais ensuite vous avez des comparutions immédiates qui en ce moment reprennent à un rythme assez effréné, et personne est mis en examen, où il y a très très peu, quoi. Quels sont les recours quand il nous arrive ça ? Comment on peut résister à ça ? Si moi je me fais arrêter demain, je résiste.
je veux dire, je commets un acte. Enfin, il y a une sorte de déséquilibre en ce moment qui peut rendre fou, quoi. C'est le procureur de la République, lorsque la personne est en garde à vue, qui décide de l'orientation des poursuites. Donc, il peut décider soit de faire un classement sans suite, soit de faire une alternative aux poursuites, soit de poursuivre. Et effectivement, dans le cadre de manifestations et de mouvements sociaux importants, et notamment ça avait été le cas pendant les Gilets jaunes, la comparution immédiate était très utilisée par le procureur comme mode de poursuite. Et c'était des consignes qui avaient été données. Et là encore, dans la dépêche qui est sortie du ministre de la Justice le 18 mars, ce recours à la comparution immédiate est préconisé pour les actes les plus graves, c'est-à-dire les violences sur les forces de l'ordre. Et nous, on s'oppose très largement au syndicat de la magistrature à ce type de poursuite parce que c'est un mode de jugement très rapide. En fait, la comparution immédiate, c'est concrètement, on sort de garde à vue, on est déféré devant le procureur de la République et ensuite on comparaît tout de suite devant le tribunal pour être jugé immédiatement. On a le droit juste de demander un délai pour préparer sa défense, mais si on demande ce délai, on prend le risque d'aller en détention le temps du renvoi. Et c'est pas du tout des conditions qui sont satisfaisantes pour juger parce que lorsqu'on fait ça, on prend pas le temps de faire des véritables investigations. Et dans le cadre de manifestations où il y a des foules, où on a besoin d'avoir des témoignages pour connaître l'implication des uns et des autres, d'exploiter les vidéosurveillances, par exemple, de faire des actes d'enquête minimum, on n'a pas forcément le temps, surtout quand il y a 300 gardes à vue en cours en même temps, de faire bien ces investigations. Et ensuite, on juge à chaud. C'est pas propice à des débats qui sont sereins et à des peines prononcées qui sont adaptées. Et on le sait, la comparution immédiate est très pourvoyeuse d'emprisonnement. Pas en ce moment, en tout cas. Là, ces derniers temps, ils sortent tous libres. Oui, alors là je parle vraiment des Gilets jaunes. Pour l'instant, on n'est pas encore trop sur un mouvement de passage en comparution immédiate. Et justement, c'est ce qu'on dénonçait dans notre communiqué. C'est donc ce recours massif à la garde à vue dans un but préventif. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Pour vous donner un exemple, jeudi, lors de la manifestation à la Concorde, il y a eu un chiffre 292 interpellations qui est sorti. Et sur les 292 interpellations qu'il y a eu, finalement, il n'y a eu que 9 déferments au tribunal. Et sur ces 9 déferments, il y a eu plusieurs rappels à la loi par délégué du procureur, ce qui montre bien que finalement le nombre de poursuites réelles qu'il y a eu à la suite de ces 292 interpellations était très, très restreint. Et ça nous fait dire que la garde à vue a été utilisée de manière un peu massive et indifférenciée dans un but d'entraver la liberté d'aller et venir des personnes qui manifestent et les empêcher de retourner en manifestation pendant le temps de la garde à vue, alors même que c'est pas l'objet de la garde à vue. Et d'ailleurs, même quand la personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, la garde à vue n'est pas le principe. La garde à vue, elle peut être décidée par l'officier de police judiciaire pour certains motifs, mais on peut très bien décider de constater que la personne a peut-être commis une infraction et de lui donner une convocation pour ensuite se rendre dans un commissariat pour être entendu par la suite. Mais ce qui apparaît quand même au niveau de la magistrature et des magistrats, que ce soit les magistrats qui président aux audiences de comparution immédiate ou les parquetiers qui supervisent ces interpellations, deviennent les complices de cet État qui devient de plus en plus policier. Enfin, il y a quelque chose il y a comme une sorte il n'y a pas de frontière entre les deux, il n'y a pas de révolte chez les magistrats. Vous faites des déclarations, mais bon, elles n'engagent que vous-même. Ce circuit continue, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même, on est en train de briser l'élan de manifester. Enfin, c'est ce que vous dites, mais en même temps, quels sont les moyens qu'ont les citoyens ou les magistrats pour lutter contre ça ? Ce que vous dites, c'est certain. La justice assume pleinement ce schéma qui est initié par le ministère de l'Intérieur et par la politique de maintien de l'ordre qui est menée. Et ce qui est sûr, c'est que elle rentre dans la danse, si je puis dire, et c'est ce qu'on voit dans la dépêche du 18 mars qui est sortie par le ministre de la Justice. Par exemple, cette dépêche est complètement silencieuse
sur les crimes et les délits qui pourraient être commis par les forces de l'ordre dans le cadre de ces manifestations. Elle reste focalisée sur le traitement des crimes et des délits qui pourraient être commis par des manifestants, mais elle ne parle pas du tout des violences qui pourraient être, par exemple, qui pourraient être commises par les forces de l'ordre, ce qui, pour nous, est déjà très problématique. Et ensuite, je le disais par rapport aux comparutions immédiates, mais les consignes de politique pénale qui sont données favorisent une répression massive et les tribunaux sont, à notre sens, assez complices de ça parce que pour s'adapter à ça, pour s'adapter à la masse de garde à vue, on a un renforcement des parquets pour traiter le plus possible ces gardes à vue et on a aussi, ça avait été le cas en 2019, mais là ça pointe son nez aussi à Paris pour ce mouvement social-là, une multiplication des audiences de comparution immédiate et la création de comparutions immédiates dédiées pour traiter justement ce contentieux-là. Là, tout à l'heure, je parlais d'accélération au niveau judiciaire. Je trouve que la directive donc, du 18 mars, là, donc, qui est signée d'Éric Dupond-Moretti, qui s'adresse aux magistrats, et qui donne des lignes, des lignes de conduite. Si je résume ça par... alors, je sais que le parquet, d'une manière générale, les substituts, les procureurs, sont plutôt bienveillants à l'égard de la police, qui a une sorte de nécessité de bon rapport. Mais là, en ce moment, c'est pas ça qui joue. On a vraiment l'impression, alors dites-moi si je me trompe, mais quand je lis ces 4 pages-là, que le garde des Sceaux dit au parquetier, mettez-vous au service de la police. Alors que ça doit être l'inverse, normalement. C'est la police qui est au service du parquet. Là, et ça semble, c'était le 18, à part vous qui avez dit, bon, c'est pas terrible, mais ça semble, c'est devenu admissible de dire ce genre de choses, alors que ça ne l'est pas. En effet, on a des parquetiers aujourd'hui qui sont pris en étau entre leur rôle de garant des libertés individuelles, parce que c'est le rôle quand même constitutionnel qui est assigné aux magistrats, et ces directives de politique pénale qui sont données, et une tendance à la standardisation complète des réponses qui, effectivement, est pas du tout satisfaisante, et c'est très compliqué dans des parquets qui sont complètement sous-dotés, qui sont face à un nombre hallucinant de gardes à vue, d'assumer son rôle, le premier qui est garant des libertés individuelles, et le rôle du parquet dans le cadre d'une garde à vue, par exemple, c'est de vérifier justement dès le placement en garde à vue, la régularité de ce placement en garde à vue, la régularité des motifs du placement en garde à vue, de vérifier aussi que les droits de la personne ont été suffisamment notifiés, ce qui n'est pas toujours le cas, et ensuite de mener des investigations qui sont correctes pour pouvoir ensuite donner une orientation à la procédure qui est la bonne. Par rapport à la pétition que vous aviez publiée, les 3000 magistrats, où vous releviez d'ailleurs tout un tas de phénomènes endémiques, de lenteur, d'audience surchargée, enfin, c'était un cri de désespoir. Aujourd'hui, avec la manière dont sont mobilisés les magistrats et les policiers pour empêcher ces manifestations, on est très très loin, on est encore beaucoup plus loin qu'il y a quelques années, quelques mois, quand Dupond-Moretti disait « bon, je vous entends », etc. Là, non seulement on vous entend pas, mais on mobilise les magistrats pour tuer les manifestants, pour tuer symboliquement les manifestations. Oui, ce qui est assez problématique, c'est qu'il faut savoir que les parquets en France sont peut-être encore plus sous-dotés que les juges. Enfin, les procureurs sont encore plus en souffrance que les juges, en tout cas en termes d'effectifs, parce qu'au niveau européen, on voit qu'en France, on a 3,19 procureurs pour 100 000 habitants, alors que la médiane européenne est à 11,10 procureurs pour 100 000 habitants. Donc on est largement au-dessous de la médiane européenne. Et en plus de ça, je le disais tout à l'heure, mais on a des conditions de travail qui alimentent la perte de sens chez les procureurs, notamment le fait que les réponses deviennent de plus en plus standardisées, que les permanences
des procureurs de la République sont en fait, font d'eux presque des opérateurs téléphoniques où ils prennent à la chaîne des comptes rendus de policiers sur des gardes à vue et ils ont à peine le temps, sur la base d'un compte rendu de 5 minutes, de donner une réponse pénale qui est à moitié standardisée, je vous le disais, parce qu'il y a des consignes de politique pénale qui sont très, très strictes. On a aussi des permanences de nuit, de week-end, et donc tout ça fait que la perte de sens qu'on exprimait dans la tribune est, à mon avis, particulièrement vraie chez les procureurs de la République. Et c'est assez problématique dans le cadre de manifestations comme ça, parce que ça ne permet... Ils ont la tête dans le guidon, si je peux m'exprimer comme ça, et ça ne permet aucun recul sur ce qu'ils font et aucune analyse de ce qu'ils font. Et du coup, ça favorise ce que vous disiez, le fait que finalement la justice se laisse entraîner dans cet engrenage qui est mené par le ministère de l'Intérieur et finalement qui devient complice de cette politique de la peur qui est menée du côté du maintien de l'ordre. Mais votre syndicat ne pourrait pas appeler les parquets à faire grève les parquetiers, ou une grève du zèle, ou pour refuser d'entrer dans ce jeu. Il y a un moment donné où si je suis procureur ou substitut, j'ai votre âge ou même un peu plus, ou même d'ailleurs des gens qui ont de l'expérience. À un moment donné, ils ont des yeux, ils arrivent à voir, et il y a un moment, il y a quelque chose d'insupportable dans ce qui est en train de se passer. Oui, alors le syndicat a déposé des préavis de grève et a appelé très largement les juges et les procureurs à la grève. Et ensuite, évidemment, qu'on en appelle à la responsabilité des procureurs et au fait de garder en tête qu'ils sont avant tout des garants des libertés individuelles et que ce rôle-là ne peut pas être abandonné et sacrifié sur l'autel du maintien de l'ordre. Mais est-ce que cette fragilité, cette difficulté qu'a la justice, particulièrement en ce moment, est-ce que c'est pas également lié au fait que le garant de cette indépendance et de cette justice, Éric Dupond-Moretti, ancien avocat, est mis en examen, doit passer devant la Cour de justice de la République, ne démissionne pas, est toujours en place, est accusé de prise illégale d'intérêt, d'avoir favorisé des clients à lui qui étaient des clients quand il était avocat. C'est quand même un garde des Sceaux qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Et j'en parle moi d'autant plus que je l'aimais plutôt bien comme avocat, je le connais un peu, mais je pense on est dans quelque chose de fou en ce moment. Enfin, et ça conditionne aussi un magistrat qui sait que son garde des Sceaux est mis en examen et a commis ces actes-là. Il a plus envie de faire la justice, ou alors il va faire une justice qui va ressembler au type qui le gouverne. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça favorise la perte de confiance en l'institution judiciaire. Ce que vous pointez du doigt entre les lignes, c'est le statut du parquet en France qui est très fragile parce que les nominations et la discipline pour les procureurs de la République sont toujours entre les mains de l'exécutif. Et nous, depuis des années, on demande à ce que ça soit réformé et qu'on aligne le statut des procureurs sur celui des juges qui, eux, ont une gestion de leur carrière qui est faite par un organe indépendant qui est le Conseil supérieur de la magistrature et qui a la décision finale sur leur nomination et sur les poursuites disciplinaires qu'il pourrait y avoir. Alors qu'au parquet, le Conseil supérieur de la magistrature va émettre des avis, mais ça sera le garde des Sceaux qui, au final, aura la décision entre ses mains. Sauf que là, fait unique, je crois que Éric Dupond-Moretti ne nommera pas le prochain procureur général. Oui, parce qu'il était il a admis être dans une situation de conflit d'intérêts parce que il sera possiblement renvoyé devant la Cour de justice de la République si ses recours ne prospèrent pas, et que s'il est renvoyé devant la Cour de justice de la République, ça sera le procureur général de la Cour de cassation qui sera son accusateur, et donc ça poserait un énorme problème que ce soit lui-même qui le nomme. Et donc, il y a eu un décret de déport, effectivement, au profit de la Première ministre. Oui, mais c'est quand même... On adapte une loi à cette situation très particulière, quoi. Oui. C'est quand même invraisemblable. Enfin, quand
on prend un peu de recul, on se dit, c'est Ubu, on est dans une... Mais justement, vous parliez du Conseil supérieur de la magistrature, donc on va dire que c'est l'organisme ultime, il est composé de 15 membres, 7 magistrats professionnels, 8 je ne sais pas comment les appeler, personnalités invitées liées au monde de la justice. On avait espéré dans les différents projets que ces 8 personnalités soient plus des magistrats, mais soient des citoyens ou qu'il y ait quelque chose d'un peu plus démocratique dans le fonctionnement du CSM. Et avec Macron, on voit que c'est pas possible. Ce ne sont que des magistrats à la retraite. On est très corporatiste chez les magistrats, quoi. On a dénoncé effectivement ça dans un communiqué au syndicat de la magistrature, le fait que l'esprit du texte, qui était d'ouvrir plus le corps de la magistrature vers l'extérieur au Conseil supérieur de la magistrature pour justement ne pas rester dans son corporatisme. Et c'est pour ça qu'on voulait une majorité de personnalités extérieures dans les formations. Et si on fait revenir des magistrats à la retraite, certes, mais qui ont été magistrats toute leur vie dans ces instances-là, finalement, l'esprit du texte n'est pas respecté. Et ça pose de gros problèmes. Justement, la magistrature est accusée en permanence pour son corporatisme. Alors, remettre du corporatisme là où justement on avait fait des progrès, ça nous paraît contre-productif. Mais le CSM ne peut pas émettre un avis ou prendre position sur le garde des Sceaux, dire il n'est plus en état de diriger la chancellerie. C'est pas le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi c'est pas leur rôle ? Pourquoi ils peuvent pas émettre un avis là-dessus ? Le Conseil supérieur de la magistrature, il est là pour garantir l'indépendance de la justice. Oui, je sais, mais justement, non. Il peut pas. Quand il y a un tel dysfonctionnement, quels sont les recours pour les justiciables ou les magistrats ? En gros, ils ont un garde des Sceaux qui est mis en examen. C'est pas comme si c'est pas une enquête préliminaire. Les faits sont j'allais pas dire ils sont avérés, mais pas loin, quoi. On a quand on lit un peu le détail des 2 affaires qui lui sont reprochées, on voit qu'il a même lui-même une difficulté à justifier, à part faire des bras d'honneur. D'ailleurs, faire un bras d'honneur, c'est quand même paradoxal quand on est garde des Sceaux. Non, je veux dire, on n'est plus dans un état de droit, quoi. Je suis un peu véhément sur la question, mais je me dis qu'en tant que syndicaliste ou en tant que magistrat, comment est-ce supportable ? Nous, on est assez résignés sur le fait que c'est pas aux magistrats de choisir leur ministre et que ça, c'est le rôle du président de la République et ensuite de la première ministre de nommer son gouvernement. Et donc, on n'a pas franchement notre mot à dire là-dessus. C'est une responsabilité qui est une responsabilité politique. Ensuite, le garde des Sceaux est mis en examen devant la Cour de justice de la République. Et là, pour le coup, cette instance statuera sur le fond par rapport à ça. C'est à quelle échéance, on sait aujourd'hui, puis il y a un pourvoi en cassation, mais ça peut durer jusqu'à ad vitam aeternam. Je peux pas vous dire. D'accord. Et vous êtes très jeune, mais est-ce que vous pouvez avoir un avis ou comparatif sur sous la présidence on va pas remonter à Chirac, mais rien que de Sarkozy et de François Hollande, j'avais l'impression que la justice était davantage respectée. Même si c'était pas formidable, même si Rachida Dati, même si etc. Mais il y avait quand même une tenue, quoi. Il n'y avait pas de garde des Sceaux qui était mis en examen ni qui faisait des bras d'honneur. Il y avait une sorte de réaction du corps qui était beaucoup plus prégnante, quoi. Et là, on a l'impression que ça part à volo. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mise en cause de la justice, y compris par le politique, qui est très très fréquente et qui a tendance à beaucoup se multiplier. Ça a peut-être atteint son paroxysme lors de la manifestation qui avait eu lieu devant l'Assemblée nationale de forces de l'ordre qui disait que le problème de la police, c'était la justice. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice. La justice doit rendre des comptes. Manifestation à laquelle plusieurs personnalités politiques étaient présentes. Et ça ne favorise pas la confiance des justiciables en leur institution.
Parce que là, on a l'impression que les magistrats sont toujours en réaction maintenant. Ils se demandent, surtout avec la quantité la présence des syndicats de police sur toutes les chaînes de télévision qui remettent en cause l'état de droit, qui remettent en cause la justice, etc. Il y a une sorte de lassitude ou de résignation qui s'est emparée des magistrats ou pas? Ou il y a encore un peu... Je ne parlerai pas de lassitude ou de résignation. Les syndicats se battent justement pour essayer de faire cesser toutes ces attaques permanentes à l'autorité judiciaire. Et par ailleurs, avec la Tribune l'année dernière, on a quand même assisté à une certaine libération de la parole de magistrats qui très souvent restent beaucoup sur la réserve et qui là s'expriment un peu plus, notamment sur le sujet des conditions de travail et font un peu plus connaître le fonctionnement judiciaire. Et ça, à notre sens, c'est plutôt bénéfique pour faire comprendre la manière dont fonctionne la justice aux citoyens, parce que la manière dont fonctionne la justice est très très méconnue, et de mieux comprendre les contraintes dans lesquelles les professionnels se trouvent, et aussi, je pense que ce qui était bénéfique dans la Tribune, c'est qu'on admette la maltraitance qu'on pouvait faire subir aux justiciables et qu'on leur dise qu'on en avait conscience. Là, dans la Tribune, c'est faire du chiffre, une justice maltraitante, les audiences surchargées, etc. Elle date de mars... Elle date de quand, là, cette Tribune? Novembre 2021. Donc, c'était il y a plus de 2 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, justement, c'est une question qu'on s'est posée parce qu'on a refait une mobilisation là, le 22 novembre pour les 1 an de la Tribune. Et on avait fait un sondage auprès de nos collègues pour savoir si, depuis la Tribune, les choses avaient évolué. Soit c'était amélioré, soit étaient restés les mêmes, soit c'était dégradé. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais dans l'immense majorité des cas, c'était soit identique, soit ça s'était dégradé. Tout ça pour dire qu'il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites depuis, en réaction à cette Tribune et dans le cadre des États généraux de la justice, mais qu'en réalité, sur le terrain, les choses sont toujours les mêmes, voire pires. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, même si des recrutements vont arriver, et ça c'est incontestable dans les juridictions, des nouveaux magistrats vont arriver, des nouveaux greffiers vont arriver. Pour l'instant, ils sont encore pas là. Ils viennent. Pour l'instant, ils sont pas vraiment encore là. Et même quand ils arriveront, si on ne change pas de paradigme et de manière de voir la justice dans son ensemble, si on décélère pas, si on réduit pas la voilure, on va se retrouver face à exactement la même situation. Parce que si on multiplie le nombre de magistrats par 2, mais on multiplie en parallèle le nombre de comparutions immédiates par 2, les choses seront exactement les mêmes, voire pires, parce que on va faire exploser la surpopulation carcérale, parce qu'on va mettre 2 fois plus en prison. Enfin, voilà. Donc c'est un espèce de rythme infernal duquel il faut qu'on sorte. Je voulais vous poser une question aussi, parce que c'est un sujet qui est lié à la magistrature, sur les centres de rétention des étrangers. Les retours qu'on a, nous, à Blast, les dénonciations, etc., c'est que c'est de pire en pire. C'est qu'on assiste à une sorte de privatisation de ces lieux et une absence totale de contrôle. C'est comme si les magistrats ou les juges n'avaient plus accès à ces centres de rétention qui viennent des zones de non-droit. Est-ce que vous faites le même constat? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus par votre syndicat, par exemple? Il y a un travail qui est fait là-dessus et qui est fait là-dessus, notamment dans le cadre des lois successives qui sortent par rapport aux droits des étrangers. Et là, notamment, on a fait un gros travail dans le cadre de la loi immigration, dont l'examen au Sénat a finalement été reporté dans le contexte actuel. Mais effectivement, nous, on s'est beaucoup positionné sur l'enfermement des étrangers, sur la manière dont ils étaient enfermés et dans des conditions qui étaient, dans certains cas, parfaitement indignes de la personne humaine, c'est d'autant plus que ce sont des personnes à qui on ne reproche pas d'avoir commis des infractions. Oui, justement, ils sont libérés après. Et là, pareil, on retrouve l'extrême droitisation des esprits et des mœurs politiques. Enfin, on voit bien que Darmanin, et encore lui, je suis désolé, là, avec un garde des Sceaux, à un moment donné, c'est la parole du garde des Sceaux qui pourrait s'opposer à celle du ministre de l'Intérieur, même dans un même gouvernement, et c'est pas du tout le cas en ce moment. On a l'impression que le garde des Sceaux, du fait de ses problèmes judiciaires, est complètement éteint
le contexte, quoi. Il y a quelque chose d'assez spécial en ce moment. Enfin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, dans le projet de loi immigration, l'économie générale de la loi et même les dispositions spécifiques vont dans le sens d'un amalgame assez inacceptable entre les étrangers et les délinquants qui a tendance à trier entre les bons et les mauvais étrangers, qui réduit de manière considérable le champ de la double protection qui existait à la faveur des étrangers qui avaient des attaches fortes en France et qui désormais pourraient être expulsés dans à la moindre infraction. Il y a une question qui me vient, un peu brutale, mais là, on voit avec ce qui se passe en ce moment, Marine Le Pen et l'extrême droite grimpent. Il pourrait avoir une sorte de majorité avec la droite dure à la Ciotti à l'Assemblée. Et dans ce cas, les centres de rétention et le rapport à l'immigration se durciraient encore. Déjà là, c'est plutôt insupportable. Vous, en tant que magistrat, si vous vous retrouvez à juger avec des consignes très fortes d'expulsion, de choses comme ça, est-ce que c'est encore supportable d'être magistrat si le pays bascule à l'extrême droite ? Ça, c'est une question qui est très personnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, dans le cadre de la loi, on a une marge d'appréciation qui nous permet de nous adapter le plus possible à la personne qui est en face de nous, à ce qu'elle a commis, mais aussi à sa situation personnelle. Que ce qui se développe de plus en plus, c'est des peines automatiques ou des peines obligatoires qui réduisent cette marge d'appréciation-là des juges et qui, du coup, les rend contraints de prononcer des peines qu'ils considèrent inadaptés à la situation, mais en application de la loi qu'ils sont obligés de prononcer. Et ça, c'est assez problématique. Ah oui, je comprends. J'ai encore une question à vous poser sur la justice et après, j'arrête de vous persécuter. D'habitude, c'est les juges qui interrogent. Là, on inverse le rapport. Concernant hier, j'étais à Paris, j'ai vu des braves, là, les types en moto, qui matraquaient des gens sans raison. Puis on a plein de vidéos qui sortent. On a des types qui tirent au LBD ou en grenade de désencerclement en visant des gens, en prononçant des propos assez désobligeants et sexistes et ce genre de choses. Tiens, ramasse les couilles, enculé! Allez, les gars, arrêtez, les gars! Arrêtez, attention derrière, attention derrière! Je suis désolé, c'est moi, on aura peut-être un peu tranquille. Quel recours on a, nous, comme citoyens ou comme manifestants, contre ces policiers qui... on a vraiment le sentiment que la haine s'exprime, quoi. La haine raciale, la haine des manifestants, la haine... Enfin, on le voit quand... Enfin, j'invente rien. Enfin, on a vu toutes ces vidéos. On en a publié d'ailleurs sur Blast, quoi. Quel recours on a contre ça ? Alors nous aussi, au syndicat de la magistrature, on a été très choqués par ces images et on l'a dit dans notre communiqué, mais s'il devait y avoir des violences policières illégales qui avaient été exercées, nous on demande à ce qu'elles ne soient pas laissées sans suite. Et le citoyen, lui, ce qu'il peut faire, c'est faire des signalements, déposer plainte auprès du procureur de la République, parce qu'auprès des commissariats, je peux comprendre que c'est beaucoup plus compliqué, même si c'est possible, mais il y a eu une autre possibilité qui est ouverte, c'est déposer plainte directement auprès du procureur de la République. Et ensuite, il y a les signalements auprès de l'IGPN ou de l'IGGN qui peuvent être faits par le citoyen. Et également, l'utilisation d'autres institutions, et notamment, je pense aux défenseurs des droits, par exemple. Ça peut fonctionner, mais on voit bien aujourd'hui, avec Nunez, qui est le nouveau préfet de Paris, qui a est-ce que vous partagez cet avis qui, depuis 15 jours, 3 semaines, il refait du l'allemand, quoi. C'est exactement on pensait en être sorti et on revient là-dedans, quoi. Cette espèce de politique hyper répressive avec une protection de l'appareil policier. On a l'impression qu'il n'y a pas de recours possible et que le procureur, encore une fois, c'est un peu la directive du Dupond-Moretti et aux ordres du préfet.
quelque part. Je me vois mal aller voir le procureur de la République de Paris, lui dire « Tiens, ce flic m'a traité d'enculé, m'a visé... » Ce qui se passe, hein. Le mot est un mot grossier, mais on l'a à la vidéo. Il m'a visé avec une LBD, j'ai échappé de justesse, j'ai son numéro, etc. Poursuivez-le. Il va me dire « C'est bien gentil, je prends votre plainte, on vous rappelle dans 10 ans, quoi. » Non ? Les inquiétudes qu'on a exprimées, nous, c'est exactement celle-là. C'est le fait qu'on voit arriver à grands pas une situation qui est similaire à celle de 2019 avec la crise des Gilets jaunes et qui était arrivée à des drames. Et on a envie d'éviter le plus possible ces drames-là. Et on est assez inquiet pour le respect des libertés fondamentales par les techniques qui sont mises en œuvre de maintien de l'ordre pour étouffer le mouvement social, et notamment, ce que je disais, oui, effectivement, les techniques de maintien de l'ordre qui sont violentes et qui sont de l'ordre de l'affrontement et de l'escalade de la violence, et je pense notamment aux gaz lacrymogènes qui sont très utilisés, aux matraques qui sont très utilisées, au recours au BRAVEM, aux brigades motorisées de la répression violente. Est-ce qu'elles sont légales, ces braves ? Est-ce que la création même de ces brigades, avec leur mission, est-ce qu'elles sont est-ce que c'est dans le cadre de la loi ? Est-ce qu'elles ne pourraient pas être interdites si on porte plainte contre eux ? C'est impossible, ce que je dis ? En tout cas, là, leur recours depuis 2019 est revenu. Après l'épisode en 86 des voltigeurs, il y avait une suppression de ce type de brigade. Et donc là, depuis 2019, il y a ces nouvelles BRAVEM qui ont été créées. Voilà, pour nous, ce sont des techniques qui, je le redis, mais qui participent de l'escalade de la violence. De ce que j'ai pu entrevoir, mais ça fait pas très longtemps que le mouvement social a commencé, il y a moins d'usage, j'ai l'impression, du LBD que ce qu'on a pu voir en 2019, et c'est surtout le recours au gaz lacrymogène et aux matraques qui est utilisé. Mais c'est pas parce que c'est des armes qui sont dites non létales et qui sont des armes de force intermédiaire que ce n'est pas des armes qui sont dangereuses. Ça a été très documenté. Notamment, ça peut créer des mouvements de foule et des piétinements. Ça peut créer des blessures qui sont graves avec l'éclatement des projectiles et aussi des problèmes respiratoires. Je pense au gaz lacrymogène. Et la banalisation de l'utilisation de ce type d'armes est extrêmement problématique pour nous. Surtout qu'on est dans un mouvement là, même si évidemment je nie pas le fait qu'il y a pu avoir des violences qui ont pu être commises par les manifestants, etc. Mais on est dans un mouvement qui est quand même relativement pacifique, et l'usage de la force qui est fait en face de ça nous paraît disproportionné. Mais est-ce que c'est pas parce que ce gouvernement ne tient que par sa police aujourd'hui ? En tout cas, il y a une politique du maintien de l'ordre qui est extrêmement forte et c'est notre crainte, et nous, en tant que syndicat de magistrats, c'est surtout là-dessus qu'on s'exprime, c'est que l'appareil judiciaire soit instrumentalisé. C'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, quand vous nous dites que la justice serait presque au service de la police. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la politique de maintien de l'ordre est très forte et instrumentalise l'appareil judiciaire à des fins policières, et ça, c'est très problématique. J'ai commencé l'entretien en vous posant une question personnelle sur la raison pour laquelle vous étiez engagé dans le syndicalisme. Je le termine en vous la posant aussi, c'est parce qu'en vous écoutant depuis tout à l'heure, ça fait combien de mois que vous êtes permanente au syndicat de la magistrature ? Depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, donc ça va faire presque un an, où vous consacrez toutes vos journées au syndicalisme et à l'aide des magistrats. Depuis, oui. Est-ce que vous n'arrivez pas vous avez toujours le même enthousiasme que vous aviez il y a en juin, ou est-ce que l'adversité étant tellement importante, vous vous sentez là aussi quelque part impuissante ? En tout cas, je ne suis pas du tout lassée de la lutte, et nous, on est très déterminés à pointer du doigt toutes les atteintes aux libertés fondamentales qui pourraient survenir dans ce contexte, mais aussi dans d'autres contextes, et à rester dans le rapport de force et à gagner ce rapport de force. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est heureusement que vous êtes là, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que vous êtes une toute petite poche de résistance dans cet océan de renoncement, de violence, etc. Et que c'est vrai que
être magistrat aujourd'hui, c'est la justice, c'est le dernier rempart avant le fascisme. Hein. C'est pas moi qui invente ça, mais et là on est dans une période où on prend des coups, où l'état de droit prend des coups, et on se demande quel va être le prochain coup, quoi. Donc je vous réinviterai une prochaine fois pour ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être optimiste en ce moment, non ? Nous, on veut le rester toujours et on le reste toujours. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on mènera la bataille jusqu'au bout et on veillera à ce que les libertés fondamentales soient respectées jusqu'au bout. Et tant qu'elles ne le seront pas et que l'état de droit ne sera pas suffisamment respecté, on sera là et on continuera à dénoncer toutes les dérives. Merci beaucoup.